Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao Château, la même heure à Caille Plateau. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les conseillers de la Cour constitutionnelle accompagneront la vision Malikoura Agneta Sira. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté le document aux membres de l'institution. La vision est centrée sur la refondation, l'industrialisation, le bien-être social et la diversification économique du Mali. Le dossier du jour nous parle de l'abattage d'un animal au retour du pèlerinage et l'observation des 40 jours par le pèlerin. Avant de commencer ses activités, Koumba Sissako nous donnera des explications sur ses pratiques. Coup d'envoi ce vendredi de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. La compétition regroupe 23 équipes venues de toutes les régions et du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture est prévue au stade de Mamadou Konaté à partir de 15h. Une cérémonie à suivre sur ORTM 1. Afro-basket masculin Angola 2025, les aigles basketteurs se sont relancés dans la compétition avec une victoire 85-72 devant l'Ouganda. La dernière rencontre de poule est prévue demain contre le Sénégal. Enfin, notre pays attend une croissance économique de plus de 5% en 2025, ce qui dénote la bonne santé de notre économie. Comment faire pour que la richesse puisse bénéficier à l'écrasante majorité des citoyens? C'est le sujet de la chronique du développement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition par un communiqué du gouvernement annonçant l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Parmi les personnes a été figurent 2 généraux et un agent des services de renseignement français. Un communiqué lu par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, dans le journal de 20h d'hier soir sur ORTM 1. Des propos recueillis par Awama Kamara. Alors, nous allons donc revenir le temps, en tout cas, de vous annoncer que les membres de la Cour constitutionnelle étaient hier à l'école de la vision Malikoura Agneta Sira, Kabin Sam Bafla Anibi Waroni Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le document a été présenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Alucine Sanou, et son équipe dans l'enceinte de l'institution. La version Malikoura Agneta Sira Kabin Sam Bafla Anibi Waroni Sabama s'articule autour d'un plan décennal centré sur la refondation, l'industrialisation, le bien-être social et la diversification économique du Mali. Les conseillers de la Cour constitutionnelle ont donné l'assurance au ministre en charge des Finances d'accompagner la vision Seydou Traoré pour plus de détails. Dans une démarche pédagogique et participative, le ministre Alucine Sanou face à la Cour constitutionnelle pour expliquer point par point aux conseillers de la 5e institution de la République les 4 axes stratégiques majeurs de la vision Malikoura Agneta Sira Kabin Samba Flabi Waroni Sabama. Cette vision d'un Mali émergent et repose sur un engagement politique durable, la mobilisation des ressources à travers des projets structurants ainsi que sur l'implication active des Maliens. Alucine Sanou, ministre de l'économie et des finances. L'axe le plus important, donc, c'est d'atteindre un taux de croissance de 10% d'ici 2033. Ceci étant, il faut le faire en ayant en ligne de mire qu'il faut assurer la souveraineté du Mali. Et cette souveraineté, nous devons l'avoir d'abord sur le plan de la sécurité, la souveraineté sur le plan alimentaire, la souveraineté sur le plan énergétique,
la souveraineté sur le plan médical et la souveraineté sur le plan des nouvelles technologies d'information et de communication. La vision Malikura Netasira Kabensamba Fla Bioroni Sabama est la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable du Mali, conçue sans apport extérieur, ambitionne une croissance portée par le secteur privé malien et avec des actions de développement à moyen, court et long terme. La stratégie 2024-2033 va coûter 61 000 milliards de francs CFA, sur lesquels la part des bailleurs de fonds attendus est de 1600 milliards de francs CFA. Donc c'est pour dire que le financement est surtout un financement interne qui va permettre donc d'assurer le financement de toute cette stratégie. Les questions des conseillers de la Cour constitutionnelle étaient surtout portées sur la faisabilité et les moyens pour la mise en œuvre de ce nouveau plan de développement du Mali. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle. C'est une bonne démarche que de venir partager un tel document qui porte sur la vision du Mali jusqu'en 2063, dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects. Partager ça avec la Cour constitutionnelle, pour moi, c'est un exercice assez intéressant. Le document, il contient plusieurs dimensions qui prennent compte tous les aspects de la vie économique, de la vie sociale, la vie culturelle, la vie institutionnelle, la vie militaire. Tous les pans de l'État, de la société, de la nation ont été écrits dans ce document. Pour encore plus de compréhension, le ministre de l'Économie et des Finances a remis une clé USB ainsi qu'un document de la vision Malikura Netasira Kabensamba Flanibi Oroni Sabama au sage de la Cour constitutionnelle. Voilà, nous revenons donc sur ce communiqué du gouvernement annonçant l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 généraux et un agent de service de renseignement français. Un communiqué lu par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, dans le journal de 20h de ORTM d'hier soir. Des propos recueillis par Awama Kamara. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours. Plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. AES, actualité. Première escale au Burkina Faso, la modernisation du transport en commun franchit une étape importante à Ouagadougou. Hier, le Premier ministre
Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé à la remise officielle de 155 bus neufs aux responsables de la société de transport en commun de Ouagadougou, Sotraco. Ce renforcement du parc automobile vise à fluidifier la mobilité urbaine, réduire le temps de trajet et améliorer significativement le confort des passagers. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Le reportage de Awa Ouedraogo. Dans la cour de la société de transport en commun, l'image qui retient très vite l'attention, ce sont des rangées de nouveaux bus aux carrosseries luisantes. Des bus prêts à parcourir les avenues de la capitale et d'autres villes du pays. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement sont les premiers à embarquer dans ces bus flambant neufs. Ainsi, 155 bus sont réceptionnés. Le chef du gouvernement, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au-delà, bien sûr, de ce groupe spécifique des élèves et des étudiants, il s'agit donc d'améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. Donc, en remettant les clés de ce premier lot de bus, j'ai également engagé le ministre d'État à en prendre le plus grand soin afin que ça puisse améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés et surtout que la gestion et la maintenance puissent être donc à la hauteur et faire en sorte que ce soit des acquisitions durables. C'est le fruit du sacrifice du peuple burkinabé. C'est une acquisition historique parce que depuis que la Sotraco existe, elle n'a jamais eu un parc aussi fourni en bus. Un deuxième lot de plus de 300 véhicules sont attendus d'ici la fin de l'année pour une mise en circulation progressive. La responsabilité de tous est engagée pour la bonne gestion de ces bus, indique le chef du gouvernement. Chaque client qui emprunte ces bus-là a sa responsabilité également. Donc il faut que chacun véritablement respecte les consignes, adopte les bons réflexes, les bons comportements afin que le parc puisse donc servir le plus longtemps possible les citoyens burkinabés. Avec les nouveaux bus, ce sont des lignes élargies, des horaires mieux respectés et un meilleur confort pour les usagers. Cela grâce à l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité qui a inscrit l'acquisition de 500 bus dans sa mise en œuvre. Direction le Niger, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures à la tête d'une forte délégation est arrivé hier à Difa. Le colonel-major Salissou Maman a été accueilli par le gouverneur de la région de Difa avant d'effectuer une série de visites dans la ville. Aliou Ibrahim. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre de l'Équipement et des Infrastructures, est arrivé ce jour à Difa dans le cadre d'une mission terrain visant à évaluer l'état d'avancement de plusieurs chantiers structurants dans la région. La délégation ministérielle a entamé une série de visites de chantiers et services techniques. Le premier arrêt a été la direction régionale de l'équipement et des infrastructures où le ministre a échangé avec les cadres sur les défis et les besoins du secteur. Il s'est ensuite rendu à l'université de Difa pour constater les travaux de la bretelle reliée à l'université à la RN1, une infrastructure stratégique réalisée gracieusement par une entreprise nigérienne. Toujours dans cette dynamique, le ministre a visité les travaux de pavage, les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie et les ouvrages de drainage du quartier Bagara financés par le projet Pudirem, particulièrement exposé aux inondations saisonnières. Il a salué la qualité des réalisations et a encouragé les entreprises à respecter les délais tout en maintenant les standards de qualité. Le colonel-major Salissou Mahaman Salissou procédera au lancement des travaux de la route Kabylie-Nguingimi et réceptionnera le tronçon Nguingimi frontière du Tchad. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du suivi des engagements pris par les autorités de la refondation en faveur du développement des infrastructures de base et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES au Sénégal. Le projet de loi sur la déclaration de patrimoine est attendu lundi devant l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui suscite des critiques de l'opposition. En cause, une disposition exemptant le président de la République de déclarer son patrimoine en fin de mandat. Pour le parti au pouvoir PASTEF, celle du ressort de la Constitution. Désormais, magistrats du parquet, juges d'instruction, autorités locales, auditeurs ou dirigeants des sociétés publiques devront déclarer leur patrimoine. La loi en vigueur depuis 2014 concernait essentiellement les hauts responsables, président de l'Assemblée, Premier ministre, ministre, comptables publics manipulant plus de 1 milliard de francs CFA.
Situation en Ukraine, la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se tiendra ce vendredi à Anchorage, en Alaska, aux États-Unis. Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé le Kremlin. La présidence russe précise également que ce sommet débutera vers 19h30 temps universel et donnera lieu à une conférence de presse commune. Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar est en Chine pour une visite officielle. Il a été reçu à Pékin par son homologue chinois Wang Yi. Au menu des échanges, la reprise de leur commerce frontalier 5 ans après son interruption, devinant un nouveau pas vers le réchauffement des relations entre les deux États les plus peuplés du monde. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, devrait se rendre lundi à New Delhi, en Inde, pour des pourparlers selon les médias indiens. Cette visite est considérée comme une étape clé pour rétablir une relation meurtrie par un affrontement en 2020 entre les deux armées. On en vient au dossier du jour. L'abattage d'un animal au retour du pèlerinage est une pratique courante par les fidèles musulmans. À côté de cette pratique existe une autre qui est donc l'observation de 40 jours par le pèlerin sans avoir vaqué à ses affaires. Reste à savoir si ces pratiques sont coutumières ou obligatoires, car elles peuvent créer une gêne chez certains fidèles de leur retour de la Mecque qui se retrouvent dans des difficultés financières. Ces coutumes trouvent leur sens dans la valorisation symbolique du pèlerin, mais elles ne constituent pas un rite prescrit par la religion musulmane. Dans ce cas, faut-il immoler un bélier après le retour du Hajj? Et qu'en est-il aussi de l'observation de 40 jours à la maison? La réponse dans ce dossier signé Kumba Sissako. Immoler un bélier et rester à la maison durant une quarantaine de jours après le retour du pèlerin de la Mecque sont des traditions socio-culturelles en Afrique de l'Ouest. Ces actes non obligatoires d'un point de vue religieux sont fondés sur des croyances. Fatoumata Gueye est fidèle musulmane. J'ai été à la Mecque cette année. À mon retour, j'ai immolé un mouton pour inviter ma famille et mes proches. En revanche, Aminata Touré n'a pas immolé un bélier de son retour de la Mecque. De mon retour de la Mecque en 2019, je n'ai pas immolé de bélier, car l'imam qui nous encadrait lors du Hajj nous avait expliqué que ce n'était pas une obligation religieuse. En effet, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne l'a pas fait. Dr Mohamed Maïga est imam à la mosquée de la faculté des sciences et techniques à Badalabougou. Le pèlerin n'a aucune obligation du retour de son Hajj d'immoler un bélier ou encore de faire un acte d'immolation. Cette tradition est pratiquée par beaucoup de personnes du retour du Hajj qui n'a aucun fondement ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, si une personne désire de son retour également d'immoler librement un bélier en signe de reconnaissance envers Dieu, il n'y a aucun mal à cela aussi. Cependant, il ne faut pas en faire une tradition au point que certains pensent que ce soit forcément une obligation. Ceci est extrêmement important de savoir. Fatoumata Gueye a profité pleinement de ces 40 jours. J'ai respecté cette tradition de rester à la maison pendant 40 jours pour me reposer et accueillir ma famille, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Aucun érudit ne s'est prononcé sur son caractère obligatoire. Aminata Touré a préféré vaquer à ses tâches quotidiennes, les 40 jours n'étant pas une exigence religieuse. Quant à la tradition des 40 jours, je ne l'ai pas suivie. Je suis restée quelques jours à la maison pour accueillir les personnes venues me saluer. Puis j'ai repris mon petit commerce dans le quartier. Si tout le monde semble s'accorder sur les caractères non obligatoires de ces pratiques,
Les explications de l'imam Mahaman Maïga nous rassurent plus. En islam, le pèlerin n'a aucune obligation de rester chez lui 40 jours après son service. Lorsqu'il retourne du pèlerinage, il est libre de mener ses activités professionnelles, ses activités sociales. Donc cette pratique également n'a aucun fondement ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il est important de communiquer là-dessus parce que beaucoup de personnes peuvent avoir certains problèmes sur le plan professionnel avec leurs employeurs ou encore d'autres personnes peuvent même être mal vues ou encore avoir une autre vision de la société qui puisse un peu les gêner de leur retour du Hajj. Donc nous invitons nos frères et nos mamans, nos tantes à surtout se conformer au principe de l'islam et surtout à ne pas rendre obligatoire quelque chose que ni Dieu ni son prophète n'a rendu obligatoire et comprendre que notre belle religion qui est l'islam est une religion de facilité, de paix, de sagesse surtout et que chaque acte que nous posons, nous devons nous inspirer du Coran, de la Sunna et de la parole des pieux prédécesseurs. Comme nous enseigne un hadith, il ne faut rien entreprendre dans la religion sans connaissance. Allez, c'est l'heure du sport. Afro-basket masculin 2025. Le Mali a battu 85-72 l'Ouganda hier en ouverture de la deuxième journée dans le groupe D. Et puis football, le Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2025. Les 23 formations connaissent désormais leur poule. Hier, le tirage au sort et la remise des maillots ont eu lieu au lycée sportif Ben Oumarsi à Kabbalah. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Kinou. Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta édition 2025, les 23 formations connaissent désormais leur poule. Hier, le tirage au sort et la remise des maillots ont eu lieu au lycée sportif Ben Oumarsi à Kabbalah. Cette année, la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta regroupe l'ensemble des 19 régions du Mali, plus le district de Bamako, la présidence, le CNT et le gouvernement. Le point avec Abdul Karim Kaba. 4 poules, dont 3 avec 6 équipes et 1 avec 5 équipes, sur le tableau de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2025. Dans la poule A, il y a la présidence, Nara, Kidal, Mopti, San et Gao. La poule B est composée de gouvernement, Tombouctou, Taoudeni, Djoïla, Badjangara et Ségou. Le CNT, Bougouni, Kaï, Kita, Douanzan et Sikasso figurent dans la poule C. La poule D comprend Koulikoro, Kouchala, Bamako, Nyoro et Menaka. Pour la première fois, la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta regroupe l'ensemble des 19 régions, plus le district de Bamako, la présidence, le gouvernement et le CNT. Un véritable cadre de brassage et d'unité des jeunes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. En réalité, cette compétition, c'est une grande fête. Profitez-en. Non seulement profiter du jeu, mais profiter des liens que vous allez tisser. Nous avons la chance, à travers cette compétition, de réunir le maximum de jeunes à travers toutes les régions du Mali. Donc c'est le moment aussi de tisser des relations. On ne sait jamais demain. Demain, quand vous êtes de Caille, vous vous rendez à Taoudeni, ce serait bien de savoir que vous avez un ami qui est là-bas, que vous avez rencontré ici. En remettant les maillots aux délégations, le conseiller spécial du président de la transition s'est apaisanti sur la fraternité, le don de soi et surtout la cohésion entre les jeunes pour le développement du Mali. Agibou Dameli. Ce tournoi est plus qu'une simple compétition. C'est un moment de retrouvailles, de cohésion et de vivre ensemble des différentes communautés de notre pays. Et un moment d'épanouissement de la jeunesse malienne. J'allais dire que c'est aussi l'occasion de célébrer le sport. Et un moment de brassage, de fraternité, de promotion de la diversité culturelle. La cérémonie de remise des maillots est une étape importante de la Supercoupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et ces maillots ne sont pas que de simples vêtements. Ils sont le symbole de votre engagement, un symbole d'unité. Mieux, ces maillots qui sont floqués au nom de votre région, de votre institution, doivent être un reflet de votre détermination à défendre les couleurs de votre région, de votre institution. Bref, un contrat moral. Auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, et le président de la Commission nationale d'organisation de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta avaient visité les chambres et la cuisine. Question de s'enquérir des conditions d'hébergement et de restauration.
La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2025, c'est du 15 août au 7 septembre prochain au stade Mamadou Konaté et au Wenzen Koulibaly. Dès ce vendredi, le match d'ouverture mettra aux prises la présidence et la région de Kidal. Ce sera au stade Mamadou Konaté. Le coup d'envoi sera donné au stade Mamadou Konaté, mise en place terminée, 14h30. Tournoi qualificatif de la zone A de l'UFOA pour la Ligue des champions féminines CAF 2025. La 4e journée des groupes pour l'ISFAS s'est jouée hier. L'ISFAS du Mali donc a battu les Terminus Girls du Libéria par le score de 2-0. Un résultat qui qualifierait l'ISFAS pour la Ligue des champions féminines. Afro-basket masculin 2025, le Mali a battu 85-72 l'Ouganda hier en ouverture de la 2e journée dans le groupe D de l'Afro-basket. L'Égypte sort victorieuse de son duel face au Sénégal dans l'autre rencontre du groupe D et les Pharaons ont battu les Lions sur 91-75. Au 3e match, l'Ouganda sera face à l'Égypte pendant que le Sénégal, lui, il a disputé la 2e place avec le Mali. Chronique du développement. Le Mali attend une croissance économique de plus de 5% en 2025, un chiffre qui dénote de la bonne santé de notre économie, malgré le contexte difficile lié à plusieurs facteurs. Alors, comment faire pour que la richesse du pays puisse bénéficier à l'écrasante majorité des citoyens? Élément de réponse dans la chronique de développement du jour, avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les taux de croissance économique positive supposent le bon état de santé économique d'un pays. Malgré le contexte sécuritaire encore préoccupant auquel s'ajoutent des facteurs exogènes, le Mali continue de marquer des points sur le plan économique. Pour preuve, notre pays atteint un taux de croissance de plus de 5% en 2025. Pour mieux comprendre les phénomènes, Dr Madou Cissé, économiste, nous explique d'abord qu'est-ce qu'un taux de croissance économique. Le taux de croissance économique, c'est le taux qui permet de mesurer l'évolution positive de la richesse d'une économie donnée entre deux périodes. Et donc, ce taux, on l'obtient en passant par un indicateur commun qui est accepté par tous les économistes, à savoir le produit intérieur brut. Donc, pour pouvoir calculer le taux de croissance, il faut d'abord connaître le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut d'un pays représente toutes les richesses qui ont été créées dans ce pays-là sur une période de temps bien précise, soit le semestre, soit le trimestre, soit l'année. Et donc, c'est cette évolution qui est mesurée par un taux qui porte le nom de taux de croissance économique. Les taux de croissance, les projections établissent à peu près 5,3%, un peu plus de 5% de taux de croissance, ce qui n'est pas mal. Au Mali, la croissance économique est soutenue essentiellement par le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des mines. Selon les spécialistes, les sources de la croissance économique sont de deux ordres. Il y a des sources de croissance externes pour une économie donnée, c'est-à-dire que une économie peut croître parce que simplement elle parvient dans le temps à faire croître ses facteurs de production. Et les facteurs de production de l'économie sont par exemple la population active, donc faire croître la démographie doit conduire normalement à une croissance économique. Eux aussi, faire croître les capitaux qui existent, c'est-à-dire que tous les biens instrumentaux qui servent à produire les biens et services, ainsi que les services financiers qui existent, tous ces capitaux financiers peuvent contribuer à la croissance quand ces derniers aussi croissent dans l'économie. Donc, c'est une croissance de ces éléments-là peut conduire à la croissance économique impulsée par des sources externes. Mais il peut y avoir des sources de croissance interne à l'économie. C'est-à-dire que l'économie, tout en ayant les mêmes quantités de force de travail, les mêmes niveaux de capitaux, peut croître à travers maintenant une nouvelle injection de savoir-faire, dont l'évolution peut être appelée l'innovation, les avancées technologiques. Donc, ce sont ces deux piliers qui peuvent faire en sorte qu'une économie, d'un point de vue théorique, peut atteindre la croissance. Réussir un taux de croissance positive est certes une performance, mais comment faire en sorte que les richesses du pays puissent bénéficier aux populations le plus largement possible? La question revient le plus souvent dans les débats. Dr Madou Cissé, économiste. Pour que les populations d'abord puissent bénéficier de la croissance économique, il faut d'abord qu'il y ait augmentation de la richesse du pays. Il faut d'abord mettre tout en œuvre pour que les ressources puissent être créées d'abord. C'est à la suite de cela d'abord qu'on peut, dans un pays, penser maintenant à la redistribution de la valeur ajoutée qui est créée. Et donc,
Une fois que la ressource est créée, une fois que l'économie du pays croît, on peut mettre en place des mécanismes de redistribution, des mécanismes qui doivent être mis en œuvre par les autorités publiques à travers les taxes. Parce que il ne faut pas qu'on décourage aussi à travers ces taxes ceux qui sont à la base de la création de la richesse. C'est très important. Premier aspect. Deuxième aspect, à travers les injections publiques en termes de dépenses. Parce que les populations aussi peuvent profiter de la croissance économique à travers les dépenses effectuées par les gouvernements, les autorités publiques. La création d'écoles, des stades, des infrastructures de transport, la mise en place des couvertures sanitaires, de chômage, etc. En tout cas, créer de la richesse est source d'enthousiasme pour un pays. Mais si la richesse n'est pas bien répartie, cela peut être source d'inégalité, pouvant conduire à des frustrations ou malaise social assez important, assurent les spécialistes. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Présentation Kodji Sibi, mise en onde Mamadou Bedialo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.